Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Un épisode sur 2 du podcast est consacré à une brève revue des principales nouveautés AWS. Et cette semaine, nous parlerons de preuves formelles de programme pour Amazon S3, de vision assistée par ordinateur, de recommandations automatiques pour vous aider à migrer vos applications. Il y aura également au menu des nouveaux types d'instances pour l'apprentissage machine et 2 grosses nouveautés en matière de base de données. Une qui concerne Oracle et l'autre qui concerne MS SQL Server et Postgres. C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Merci d'être là à l'écoute chaque semaine pour le podcast AWS en français, de plus en plus nombreux à vous abonner sur les différentes applications. Je crois que le podcast est présent dans toutes les applications majeures de podcast. S'il n'est pas dans la vôtre, faites-moi signe sur Twitter, par exemple Sebsto, S-E-B-S-T-O. Et puis partout ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Une semaine sur 2, les nouveautés qui ont été réalisées, qui ont été publiées par AWS. Et cette semaine, je vais commencer avec la vision assistée par ordinateur avec les appliances Panorama. Donc c'est une annonce qui avait été faite à re:Invent et qui a été livrée il y a une dizaine de jours, le 20 octobre pour être précis. On parle de vision assistée par ordinateur, donc des caméras qui fournissent des flux vidéo, et ces flux vidéo on les analyse, vous les analysez avec de l'apprentissage machine pour détecter si des outils sont bien rangés dans un entrepôt, pour détecter les flux de clients dans un magasin, pour pouvoir optimiser le placement de produits dans un magasin par exemple, et des tas d'autres usages possibles que vous pouvez tirer de l'analyse des flux vidéo de vos caméras. Mais il y avait beaucoup de clients qui nous disaient le cloud c'est bien pour entraîner les modèles parce qu'il y a SageMaker, parce qu'il y a beaucoup de stockage, il y a S3, c'est relativement facile à utiliser. En revanche, pour l'analyse, j'ai 10 caméras dans mon usine, je ne veux pas envoyer 10 flux de caméras dans le cloud pour faire l'analyse. J'aimerais bien faire le flux d'analyse en local. Et voilà, c'est pour ça que nous mettons à votre disposition AWS Panorama Appliance. Donc c'est une appliance, c'est une boîte, c'est de la taille de 2 CD à peu près, un peu plus grand que ça. C'est une appliance industrielle avec 2 connectiques Ethernet, protégée contre la poussière, etc. Vous la branchez, vous l'associez à votre compte AWS avec un système de clés privées, clés publiques à uploader sur l'appliance avec une clé USB qui est fournie d'ailleurs dans la boîte. Et puis vous pouvez commencer à déployer des applications qui vont consommer des modèles que vous avez programmés, entraînés n'importe où, que ça soit sur AWS ou ailleurs. Vous écrivez du code d'une application qui va lire les flux de caméras IP qui sont connectés au même réseau que l'appliance, invoquer le modèle et ainsi accéder aux prédictions du modèle, et l'application peut envoyer les résultats de la prédiction à peu près n'importe où également, typiquement sur AWS. Donc j'ai écrit le blog post d'annonce, je vous montre comment faire une application. Il y a un SDK sur l'appliance pour que vous n'ayez pas à gérer le bas niveau des flux vidéo, donc c'est très facile d'accéder aux flux vidéo, d'invoquer un modèle. Je vous explique comment packager tout ça. Si vous faites de la vision assistée par ordinateur, et si vous souhaitez que cette vision assistée par ordinateur reste sur votre réseau, chez vous, que ça se fasse en local sur une appliance, jetez un coup d'œil à AWS Panorama Appliance. Quelques nouveautés en matière de base de données. La première, c'est AWS Data Exchange pour Redshift. Data Exchange, c'est une espèce de marketplace où les propriétaires de jeux de données peuvent partager leurs jeux de données avec la communauté, et vous pouvez accéder aujourd'hui, il y a plus de 3600 jeux de données, que ce soit dans la finance, dans le retail, dans la santé, la télécommunication, l'automotive. Initialement, ces jeux de données étaient disponibles sur Amazon S3, mais on avait annoncé dès le départ qu'on allait rendre ces jeux de données facilement consommables sur d'autres plateformes, sur d'autres services également. Et donc Jeff a annoncé le 19 octobre que Data Exchange était disponible également pour Amazon Redshift. Donc vous allez sur la partie Data Exchange de la console, vous choisissez le jeu de données, il y a à chaque fois une description, un exemple des données qui sont fournies, et en quelques clics vous pouvez importer ces données dans un cluster Amazon Redshift. Donc Redshift, c'est le managed service de Data Warehouse d'AWS,
qui vous permettent de tourner des queries d'analytique. Dans son blog post, Jeff vous montre également comment publier un jeu de données. Donc si vous avez un jeu de données que vous souhaitez rendre public, il vous montre comment le packager et le publier sur la marketplace. Donc AWS Data Exchange pour Amazon Redshift. On reste dans les bases de données avec une nouveauté sur RDS pour Oracle. Il y a beaucoup de clients qui tournent Oracle, évidemment, en tant que base de données. Certains l'utilisent avec Amazon RDS, donc la version entièrement managée par AWS, où nous nous occupons des backups, des patchs, de la disponibilité, etc. Mais beaucoup d'entre vous doivent aussi tourner des bases de données Oracle dans le cloud que vous devez gérer vous-même pour des questions de licence, parce que ce sont des packages. Enfin, il y a des tas de raisons, en général non techniques, qui vous obligent à tourner vos bases de données Oracle sur EC2, et là, que ça soit sur EC2 ou que ça soit on-prem, vous tapez toute la gestion bas niveau de la base, la patcher, la backuper, configurer la réplication, etc. Et donc on s'est dit, et si on pouvait vous offrir les deux mondes, c'est-à-dire la facilité d'utiliser une base de données entièrement gérée comme Amazon RDS, mais sur vos instances EC2 avec votre version d'Oracle à vous, de manière à ce que vous puissiez respecter vos licences. Et c'est pour ça qu'on a annoncé il y a quelques jours Amazon RDS Custom pour Oracle. Donc l'idée c'est une base de données Oracle installée sur une instance EC2, mais gérée par RDS. C'est-à-dire, vous mettez sur S3 les fichiers à installer, donc l'installateur d'Oracle, les patchs à installer, etc. Et puis dans la console RDS, vous créez une base de données custom pour Oracle, ce qui va créer une instance EC2 et installer Oracle dessus. Et à partir de ce moment-là, ça sera une base entièrement gérée, ou en tout cas en responsabilité partagée, comme on aime bien de dire, presque comme une base RDS normale. C'est-à-dire, c'est nous qui allons faire le patching, c'est nous qui allons faire le backup, c'est très facile de configurer des read replica, etc. Donc presque tout ce que vous connaissez et aimez dans Amazon RDS sera disponible sur cette instance EC2 avec ce Oracle qui aura été installé non plus par vous, mais par RDS. Ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande AWS CLI, AWS, RDS, Create Database. Ça veut dire que vous pouvez automatiser aussi vos créations de bases de données custom Oracle sur des instances EC2. Mais en dessous, il y a une vraie instance EC2. Vous pouvez faire un SSH dessus et voir les process qui tournent. C'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité partagée. Et si vous êtes dans ce cas que vous devez utiliser de l'Oracle sur de EC2, que vous ne pouvez pas utiliser la solution existante RDS, jetez un coup d'œil à Amazon RDS Custom pour Oracle. Autre grosse nouveauté dans les bases de données, ça concerne Postgres et Microsoft SQL Server. C'était aussi une annonce qui avait été faite à reInvent l'année passée et qui est livrée depuis hier soir. J'enregistre ce podcast vendredi 29 octobre au matin et ça a été publié pendant la nuit. C'est la disponibilité de Babelfish. Babelfish, c'est une option sur Amazon RDS Aurora pour Postgres qui permet à Postgres de comprendre le protocole réseau natif de Microsoft SQL Server. Donc l'idée c'est qu'une application écrite pour Microsoft SQL Server puisse être pointée vers une base de données Postgres avec Babelfish activée sans rien devoir changer dans l'application. Donc le but c'est de pouvoir simplifier la migration de vos applications. Parce que migrer les données, ça il y a des outils comme Database Migration Service, il y a le Schema Conversion Tool qui existait déjà, mais la grosse partie du travail, si vous vouliez quitter Microsoft SQL Server pour aller vers de l'open source, vers Aurora Postgres par exemple, vous deviez réécrire vos applications ou tout au moins s'assurer que les applications restent compatibles dans la couche Data Access vers la base de données. Et c'est ce que fait Babelfish en fait. Babelfish donne à Postgres Aurora, ou à Aurora Postgres plutôt, cette capacité de comprendre le protocole réseau et les data formats de Microsoft SQL Server. Et donc sans changer votre application, vous devez juste changer l'adresse du serveur, l'adresse DNS du serveur, éventuellement le username et le mot de passe, mais c'est tout. Après, les drivers, les queries, tout ça, c'est censé fonctionner exactement de la même façon sur Microsoft SQL Server que sur Postgres. C'est moi qui ai écrit le blog post également là-dessus. Je vous montre comment créer un cluster Aurora Postgres qui est compatible avec Microsoft SQL Server, donc en activant cette option qui s'appelle Babelfish. Je vous montre ça comment faire dans la console, comment le faire en ligne de commande, et puis dans le blog post également, je vous montre comment modifier une application. Je prends une application C# existante qui fonctionne sur Microsoft SQL Server, et juste en changeant le nom de DNS de la base de données,
données, je réexécute la même application sur Aurora Postgres. Donc si vous avez des applications Microsoft SQL Server et que vous voulez dire au revoir à Microsoft SQL Server pour arrêter de payer très cher des licences par exemple, vous pouvez maintenant utiliser Babelfish Postgres. Et la meilleure partie, c'est que Babelfish est open source. Tout le code est sur GitHub et donc vous pouvez utiliser également Babelfish sur n'importe quelle instance Postgres, que ce soit quelque chose que vous déployez sur EC2 ou on-prem. Pour le moment, c'est juste un drop du code qui a été fait, mais le but dans les mois qui viennent, c'est que tout le développement se fasse en open également. Donc vous pouvez aller voir comment c'est fait, vous pouvez l'installer sur vos propres instances de Postgres et puis vous pouvez contribuer également en soumettant des rapports d'erreur s'il y a des choses qui ne marchent pas ou des suggestions d'amélioration. C'est Babelfish, inspiré du fameux roman du voyageur de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Vous connaissez la réponse évidemment, la réponse universelle c'est 42. Un nouveau service de migration, AWS Migration Hub Strategy Recommendation. Donc ça fait partie de Migration Hub et c'est un outil qui va vous permettre d'analyser une application existante non migrée dans le cloud, donc qui tourne ailleurs, on-prem par exemple. Il faut installer une VM chez vous pour aider la partie discovery, qui va analyser les différents composants, app server, backend, base de données, etc. et qui va vous faire des recommandations de stratégie de migration en fonction de ce qui est important pour vous. Donc dans l'outil, vous dites, moi je veux migrer pour réduire mes coûts de licence, ou moi je veux migrer le plus rapidement possible, ou je veux migrer pour moderniser mon infrastructure, ou enfin je veux migrer pour diminuer la gestion opérationnelle de mon application. Donc ça, ce sont les 4 critères. Vous les mettez dans l'ordre qui est le plus important pour vous. Il y a une phase de collecte de données sur votre application on-prem qui va être réalisée. Donc je répète, il y a une VM installée pour ça, il y a un agent installé, il n'y a pas d'agent installé, mais il y a une VM installée dans le réseau qui va rapporter les données et puis sur base de ces données, Strategy Recommendation va vous faire des recommandations de migration. Par exemple, migrer cette base de données vers RDS ou réécrivez ça en serverless ou faites ceci ou faites cela. Donc vous aurez une série de recommandations avant d'attaquer votre phase de migration. Si vous considérez migrer des applications on-prem vers le cloud, jetez un coup d'œil à Strategy Recommendation. C'est dans Migration Hub. On parle un peu d'infrastructure avec une annonce plus US, mais si vous déployez des applications US, ça peut être important pour vous. Il y a 3 nouvelles local zones qui sont ouvertes à Las Vegas, à New York City dans le New Jersey. Ça fait un peu bizarre, à New York City, tout près de New York City, dans le New Jersey, et à Portland, Oregon. Donc je répète ce que c'est qu'une local zone. Une local zone, c'est une espèce d'extension à une availability zone, de manière à ce que vous puissiez déployer certaines applications proches de grands bassins de population. On avait commencé à Los Angeles il y a 2 ans, je crois, il y en a 2 maintenant. Il y a 14 local zones pour le moment dans 13 villes aux États-Unis, et que aux États-Unis pour le moment. Mais ça permet de déployer des applications financières, des game engines. Il y a beaucoup d'éditeurs de jeux qui utilisent les local zones pour aller mettre des game engines sur les local zones. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être un poil plus près que dans la zone de disponibilité la plus proche, et donc ainsi de réduire la latence qu'il y a entre vos clients et votre infrastructure. Donc il y a un subset des services AWS qui sont disponibles dans une local zone, c'est pas une availability zone, mais vous allez trouver là-dessus C2, EBS évidemment, FSX, les VPC, RDS pour nommer les plus importants. Donc si vous avez des applications qui sont extrêmement sensibles à la latence, regardez les local zones. Tant qu'on parle d'infrastructure, une petite nouveauté sur EC2 avec une nouvelle famille d'instances EC2, je les compte plus là maintenant, mais c'est la famille DL1. Ce sont des familles qui utilisent le processeur Gaudi de Habana Labs. Donc c'est un processeur dédié à l'inférence et au training de modèles d'apprentissage machine. Si vous faites de l'apprentissage machine, jetez un coup d'œil, vous serez intéressé par les DL1
L1 avec jusqu'à 800 gigas de mémoire, 4 terabytes de stockage local en NVMe, les processeurs Intel Cascade Lake jusqu'à 96 vCPU et un débit réseau de 400 gigabits par seconde. Ce sont des specs qui sont un peu énormes, mais bien utiles pour entraîner des modèles de machine learning. Une autre nouveauté qui concerne EC2, c'est la possibilité de sélectionner des instances via leur attribut pour autoscaling et EC2 Fleet. Laissez-moi expliquer ça. EC2 Fleet, c'est un service qui vous permet de demander de la capacité sur plusieurs instances, plusieurs types d'instances et plusieurs types d'options d'achat, genre du reserve, du spot, etc., de manière à avoir une flotte qui fournit une certaine capacité. Puis autoscaling, ça vous connaissez probablement également, c'est un service qui permet d'ajouter de la capacité ou de réduire la capacité de votre flotte en fonction de métriques que vous définissez. Jusqu'à présent, si vous vouliez créer un EC2 Fleet ou un autoscaling hybride sur plusieurs types d'instances ou sur plusieurs options d'achat possibles comme spot ou on-demand, vous deviez lister toutes les instances que vous voulez que ce service prenne en considération en donnant les noms des instances. Avec le Attribute-Based Instance Type Selection, la sélection des instances par attribut. Maintenant, vous pouvez simplement vous focaliser sur les attributs dont vous avez besoin. Je veux des instances qui ont minimum 16, maximum 24 vCPU, qui ont entre 30 et 40 gigas de mémoire et qui ont telles caractéristiques disque ou réseau. Donc, vous définissez les attributs des instances et le service va automatiquement sélectionner les types d'instances sous-jacentes, c'est pas facile à prononcer. Donc ça se fait en deux opérations. La première, le service va déterminer la liste d'instances qui correspondent aux attributs que vous avez définis. Et puis en deuxième phase, le service va passer cette liste d'instances à EC2 Fleet ou à EC2 Autoscaling sous forme d'une stratégie d'allocation des instances pour que ces services puissent consommer les instances qui auront été ainsi sélectionnées. Il y a différentes stratégies d'allocation par capacité ou par prix. Vous pouvez aussi demander à avoir le panaché d'instances qui vous coûte le moins cher en utilisant du spot et des choses comme ça. Mais donc très facilement, à partir d'un fichier YAML, vous définissez le stockage, la bande passante réseau, les CPU, la mémoire, et automatiquement cette nouvelle fonctionnalité va sélectionner le type d'instance qui correspond à vos besoins. Un très bon blog post de mon collègue Danilo Pocchia qui a écrit ça. Comme d'habitude, je vous réfère au blog post et ils sont dans les notes du podcast. Si vous scrollez un peu dans votre application de podcast, vous trouverez les notes de tous les articles dont j'ai parlé. Deux petites choses pour terminer, enfin une petite, une grande. Fault Injection Simulator supporte les spots, les interruptions spot maintenant. Fault Injection Simulator, c'est un service qui a 1 an à peu près maintenant et qui permet d'injecter des pannes dans votre infrastructure de test ou voire de production, de manière à ce que vous puissiez tester votre infrastructure pour voir comment votre infrastructure réagit quand il y a des instances en moins, quand il n'y a plus de connectivité réseau, quand une instance est saturée au niveau CPU par exemple. Eh bien, il y a un nouveau type de test qui a été introduit dans Fault Injection Simulator. Il permet maintenant de simuler une interruption d'instance spot. Vous savez, ces instances spot, ce sont ces instances de capacité excédentaire dans les data centers d'AWS. Ces instances qu'on préfère vous mettre à votre disposition à un prix très très bas plutôt que les laisser prendre la poussière dans un coin du data center. Donc vous pouvez avoir accès à cette capacité excédentaire à un très bon prix, mais, il y a un mais, si jamais on a besoin de cette capacité, on va reprendre les instances. Donc nous pouvons terminer vos instances à peu près n'importe quand. Ça n'arrive pas trop souvent, mais enfin sur des grandes flottes, ça arrive tous les jours. Donc il faut que l'application soit capable de résister à une instance qui disparaît. Et donc maintenant vous pouvez tester ces interruptions d'instance spot avec Fault Injection Simulator. Et je voulais terminer le podcast de cette semaine, un peu plus long que d'habitude, désolé, mais il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations cette semaine sur AWS. Un article de blog qui est sorti qui explique comment l'équipe Amazon S3 permet d'innover en introduisant de la preuve formelle de programme dans leur système, c'est-à-dire qu'ils formalisent les spécificités de certains sous-systèmes de S3. Donc S3, c'est
le service de stockage d'Amazon. Il y a plus de 300 microservices qui collaborent pour vous rendre le service S3 que vous connaissez. Extrêmement simple, get, put, list, delete, c'est une simplicité, mais c'est un service extrêmement durable, extrêmement sécurisé. Donc comment est-ce qu'on peut garantir la durabilité et la sécurité? Eh bien, nous formalisons les spécifications dans un langage de programmation qui s'appelle Rust, et nous déduisons de là une batterie de tests pour vérifier, pour faire une preuve formelle de programme, comme vous l'avez peut-être appris à l'université, pour valider programmatiquement la validité des implémentations des algorithmes selon la spécification. Et donc, ça permet à chaque build de tourner des millions et des millions de test cases. C'est beaucoup plus complet que simplement des unit tests, parce qu'un unit test, il faut décrire ce qu'on veut. Ici, on parle vraiment de la spécification elle-même, et programmatiquement, des batteries de tests sont faites sur la spécification, et pour vérifier la correctude, je ne suis pas certain que ça soit français, mais la validité de l'implémentation qui en a été faite. Tout ça, c'est fait en Rust. Ça concerne un sous-système, le système Shard, Data Shard d'Amazon S3. Il y a un blog passionnant là-dessus qui est lié à un papier de recherche qui a été présenté à l'ACM Symposium. Vraiment un papier de recherche fondamentale sur comment est-ce que Amazon arrive à faire de la preuve formelle de programme sans tout l'overhead qu'il y avait traditionnellement autour de là, parce que souvent avec des techniques plus classiques, l'overhead de travail de coding, c'est à peu près un ratio de 1 à 10 quand on fait de la preuve formelle de programme. Ici, on arrive à le faire avec à peu près 13% en plus de code que ce qui aurait été sans preuve formelle de programme. Donc si vous vous intéressez à l'exactitude des programmes, au concept théorique de preuve formelle et comment l'implémenter en pratique dans des systèmes industriels à grande échelle comme Amazon S3, lisez cet article. Et encore plus intéressant, l'article qui a été proposé à l'ACM Symposium, l'article de recherche qui descend dans les détails théoriques et d'implémentation de ces mécanismes de vérification de preuve de programme. Voilà, fin de cet épisode un peu long, et je m'en excuse auprès de vous qui nous écoutez. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine, j'aurai le directeur avant-vente Europe de VM, je ne sais pas trop comment je dois prononcer le nom, pour une interview assez intéressante sur la migration et le backup des données dans le cloud. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Passez une excellente semaine, un très bon week-end. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.